Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Pour la sphère mode en tout cas, ces derniers jours ont été riches en rebondissements et en actu, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on prendra la direction de Los Angeles pour débriefer le tout premier défilé croisière de Jonathan Anderson pour Dior. On évoquera ensuite le groupe de luxe LVMH qui se sépare d'une marque de mode emblématique, puis on posera rapidement nos valises à New York pour évoquer le premier défilé croisière de Demna pour Gucci, avant de revenir à Paris pour parler du BHV puisqu'un projet de transformation du grand magasin a été officialisé cette semaine. On abordera également l'une des grandes nouvelles de ces derniers jours, Giambattista Valli, en difficulté ces derniers mois, a pris une décision de taille. Et enfin, pour la Minute Culture Mode, on évoquera une exposition qui retrace le parcours de plusieurs créateurs de mode incontournables. Après Mathieu Blasi chez Chanel, il y a quelques jours, c'était au tour de Jonathan Anderson de présenter sa toute première collection croisière pour la maison Dior. Pour l'occasion, l'ancien directeur artistique de Loewe a misé sur le Los Angeles County Museum of Art, un lieu loin d'être anodin puisque depuis sa création, la maison Christian Dior entretient une relation étroite avec le 7e art, notamment Hollywood. En fait, dès que Christian Dior il a dévoilé sa première collection en 1947 avec sa mythique silhouette, le New Look que je pense vous connaissez, il parvient à conquérir vraiment le cœur des plus grandes actrices, notamment Marlène Dietrich. Et c'est justement un personnage interprété par l'actrice dans le film Le Grand Alibi d'Alfred Hitchcock qui a inspiré Jonathan Anderson. Pour ce rôle, Marlène Dietrich n'avait qu'une seule exigence, elle voulait être habillée en Dior, sinon rien, elle venait pas. Le directeur artistique de Dior a donc décidé de s'inspirer de ce rêve hollywoodien pour donner naissance à 75 silhouettes mêlant à la fois héritage et référence à la Californie. Le défilé s'est ouvert sur des robes fluides sublimées par des fleurs géantes qui étaient posées sur la taille. On a également retrouvé le rouge Trafalgar. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote, mais en fait Christian Dior, il avait une astuce, c'était de mettre un look entièrement rouge au milieu d'un défilé, en tout cas pendant, pour réveiller la foule. Et Jonathan Anderson n'a pas hésité à faire un clin d'œil à cette habitude de Christian Dior en intégrant lui aussi une robe rouge au milieu du défilé. Côté accessoires, on retrouve des sequins, des sacs saddle qui s'habillent de codes inspirés par les voitures américaines vintage. Bref, la collection était vraiment cool, j'ai trouvé. C'est une sacrée nouvelle, après 30 ans de collaboration, c'est fini entre LVMH et Marc Jacobs, le groupe leader du luxe qui détient notamment les maisons Christian Dior, Loewe ou encore Céline, cède Marc Jacobs à une société d'investissement américaine qui s'appelle WHP Global et qui est alliée à la holding G3. On les connaît pas forcément, pourtant ce sont eux qui se trouvent derrière des marques de mode emblématiques comme notamment G-Star ou Vera Wang. Le montant exact de la transaction n'a pas été communiqué, mais elle serait estimée à 1 milliard de dollars, soit environ 850 millions d'euros. Et alors souvent, quand il y a rachat, on a toujours un peu peur de ce qui va se passer côté direction artistique, mais là, pas de panique. Marc Jacobs restera à la tête de la maison après la transaction qui devrait avoir lieu d'ici la fin d'année. Marc Jacobs s'est d'ailleurs exprimé au sujet de cette grande nouvelle, confiant qu'il serait toujours reconnaissant envers Bernard Arnault pour son soutien et sa confiance au cours des 30 dernières années. Le PDG d'LVMH, lui, a salué la rare créativité et la vision unique du styliste américain dont l'impact sur le monde de la mode est indéniable. Mais en vérité, Marc Jacobs, c'est pas la première maison à sortir du groupe LVMH ces dernières années, puisque le leader s'est déjà séparé d'Off-White en 2024, la marque fondée par Virgil Abloh, et Stella McCartney, elle, a racheté la participation que le groupe possédait dans sa société. Jonathan Anderson et Mathieu Blasi n'étaient pas les seuls à dévoiler leur défilé croisière ces derniers jours. Demna, le directeur artistique de Gucci, a lui aussi signé son premier show croisière pour la maison en misant sur New York, une ville qui a joué un grand rôle dans l'histoire de Gucci puisque c'est là-bas, sur la 5e avenue, que la maison italienne a ouvert sa toute première boutique en dehors de l'Italie. C'était en 1953. La première collection croisière de Demna pour Gucci avait donc pour objectif de célébrer cet héritage et pour ce faire, il a choisi de prendre Times Square pour décor, le tout pour dévoiler une collection appelée Gucci Core avec l'ambition de transmettre l'essence de Gucci dans un vestiaire permanent, composé d'essentiels du vestiaire, conçu pour durer, traverser les époques. Du coup, c'est une collection qui a pas forcément été bien reçue parce que souvent les collections croisières, on s'attend à quelque chose d'un peu extravagant. Mais là, ça repensait vraiment les classiques type le bon trench, le costume à la coupe impeccable. On a retrouvé quand même la silhouette propre à Gucci avec les manteaux en fourrure, les imprimés
animalier, le côté ostentatoire, enfin bref, les silhouettes faisaient très Gucci. Mais avec cette collection, Demna souhaite montrer des personnes qu'on pourrait croiser dans la rue. Et pourtant, certaines mannequins du défilé ne sont pas des simples inconnus, puisque pendant le show, on a pu apercevoir Paris Hilton, une longue robe jaune, mais aussi Tom Brady ou encore Cindy Crawford. Bref, c'était un sacré spectacle quand même. Vous le savez sans doute, ces derniers mois, le BHV Marais a fait face à une polémique sans précédent lorsque Frédéric Merlin, qui est à la tête du grand magasin, a décidé d'accueillir la toute première boutique Shein au monde. Et après l'arrivée du géant de l'ultra fast fashion, les scandales se sont enchaînés. Il y a notamment eu plusieurs marques qui ont dénoncé des impayés de la part du grand magasin. J'y suis moi-même allée il y a quelques semaines par curiosité, c'était un samedi à 16h et c'était très vide, aussi bien en termes de propositions produits qu'en termes de visiteurs. Beaucoup d'endroits semblaient être en travaux et je comprends mieux pourquoi, puisque cette semaine, d'après le média Challenge, le fonds canadien Brookfield, qui a racheté les murs du BHV il y a quelques semaines, on en avait parlé, a confié la restructuration du bâtiment à une société qui s'appelle Aroxis et ça promet. Apparemment, le projet s'élève à 200 millions d'euros et devrait grandement transformer l'ADN du lieu d'ici les 4 prochaines années. Au programme flagship détenu par des grandes enseignes, commerce de centre-ville et même un hôtel qui devrait s'étendre sur les 2 derniers étages du bâtiment. Les 45 000 m² du BHV vont être totalement repensés et seulement 40% de cet espace sera dédié au magasin BHV, exploité du coup, comme je le disais, par Frédéric Merlin. Après, pour le moment, tout reste à faire. La ville de Paris n'aurait même pas validé le permis de construire nécessaire pour créer l'hôtel pour le moment et aucune communication n'a été faite auprès des 700 salariés du magasin. Il y a quelques semaines, j'avais évoqué ici la situation difficile que semblait rencontrer la maison de couture Giambattista Valli. À l'époque, elle avait annulé son défilé haute couture à la dernière minute en expliquant qu'elle menait un examen approfondi de l'organisation de ses activités afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Des rumeurs avaient alors émergé, évoquant une possible séparation entre Artémis, la société qui détenait la maison, et Giambattista Valli. Et bien cette semaine, les rumeurs se sont confirmées puisqu'Artémis et la maison mettent fin à leur collaboration. Et pour ce faire, Giambattista Valli a donc acquis la pleine propriété de sa marque. La maison a pris la parole sur Instagram expliquant que cet accord qui avait été fait dans un esprit de respect mutuel et de responsabilité permet maintenant à Monsieur Giambattista Valli d'ouvrir une nouvelle étape de son parcours créatif qu'il pourra poursuivre librement, fidèle à l'esprit d'indépendance qui a toujours animé son travail. Et en gros, Artémis c'est la société patrimoniale de la famille Pinault qui elle est propriétaire du groupe de luxe Kering. Donc François-Henri Pinault s'est lui aussi confié sur la nouvelle puisque c'est lui qui est à la tête en fait d'Artémis, expliquant qu'ils avaient été heureux d'accompagner Giambattista Valli et de soutenir une vision créative singulière et exigeante, mais qu'après des années de collaboration passionnante, une nouvelle page s'ouvrait pour cette aventure entrepreneuriale et il a ensuite souhaité le meilleur à Giambattista Valli pour la suite de son parcours. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Pour l'occasion, je vais vous parler d'une exposition qui met en lumière des personnalités qui ont marqué et continuent de marquer la mode. En fait, pour tout vous dire, ces personnes sont tellement incontournables qu'on les a baptisées les 6 d'Anvers. Oui, parce que à Anvers, il y a une école qui est très réputée dans le secteur, c'est l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Et il y a plusieurs créateurs emblématiques de mode qui ont étudié là-bas, notamment Anne Demmelmeister, Dries Van Noten, Dirk Bickenberg, Walter van Berendonck, Dirk Van Sen et Marie Naillet. Ils forment tous les 6 d'Anvers. Je pense que vous en connaissez déjà certains, mais si vous ne les connaissez pas, ce sont vraiment des personnes qui ont joué un grand rôle dans la mode et qui continuent d'impacter le secteur parce qu'ils apportent chacun une vision très singulière du vêtement et de la mode. Et c'est leur parcours qui est mis en lumière au musée de la mode d'Anvers. Ça explique notamment qu'à l'époque, quand ils sont sortis de l'école en 1980, la Belgique était un peu un désert en matière de mode, que l'industrie textile du pays était en crise et que le pays n'avait alors pas vraiment d'identité en termes de mode, pas de style distinctif. Ça raconte ensuite que le gouvernement belge est intervenu pour rapprocher les jeunes créateurs et l'industrie textile avec des concours et plein d'autres initiatives et que c'est comme ça que les 6 d'Anvers sont parvenus à se faire un nom dans le pays et qu'ils ont ensuite réussi à conquérir le monde. Ça explique aussi pourquoi la presse les appelait les 6 d'Anvers. Et d'ailleurs, fun fact, d'après le conservateur du musée, c'est parce qu'ils étaient incapables de prononcer leur nom de famille. Bref, c'est ultra intéressant. Si ça vous dit, ça a donc lieu à Anvers. Faut faire un peu le déplacement si vous n'habitez pas en Belgique, mais je sais qu'il y a certains Belges parmi vous. Bref, l'exposition se déroule jusqu'au mois de janvier 2027. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Il y a encore eu pas mal d'actu et pourtant on est dans une période presque un peu creuse où il n'y a pas de Fashion Week. En tout cas, merci infiniment de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis et à répondre au sondage en dessous de l'épisode. Ça m'aide beaucoup à savoir ce que vous préférez, si le podcast vous plaît, etc. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.